On va écouter de la musique allemande. Tiens. Bonjour monsieur Delinguistier, bonjour monsieur Shrikuan underscore HS. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Merci Charpoivre pour le sub. J'ai essayé à plusieurs reprises de signer la loi du plomb, la pétition sur la loi du plomb. J'ai essayé. Et j'ai une erreur 500. Je pense que beaucoup trop de gens signent puisqu'on est passé de 750... On a passé les 500 000 et 750 000 plus les 1 million très rapidement. D'ailleurs, ça marche toujours pas. Le site est complètement à la ramasse. On peut toujours pas signer la pétition. Très honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Il n'y a aucune chance que ça passe. Vous savez, vous pouvez signer la pétition, une pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Si jamais elle dépasse les 500 000 signatures, que ces signatures émanent d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer, alors, la présidente de l'Assemblée nationale, en tout cas la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, peut décider d'organiser un débat en séance publique. La pétition a été lancée il y a 10 jours. La pétition a atteint le million. Donc on se dit, bah alors, un peu d'espoir. Les citoyens se permettent de se saisir d'un sujet qui les importe et considèrent qu'une décision est injuste et veulent qu'il y ait un vrai débat à l'Assemblée pour en reparler, etc. Et bien non, enfin désolé de vous l'annoncer, enfin signez si ça vous fait plaisir. Moi d'ailleurs je vais signer, alors on est à 1 038 000, je vais signer, si jamais j'arrive à signer, parce que ça mange pas de pain. Maintenant avec le site impôt.gouv, là ça prend 2 secondes, donc je vais le faire. Si ça remarche, je suis en train de le faire là. Vous allez voir que ça n'a pas marché. J'ai essayé 3 fois aujourd'hui déjà, ça n'a pas marché, ça marchait pas. Ah, peut-être. Ah, c'est bon, ça a bien marché. Non. Ok, comment on signe? Signer. Il y a 1000 personnes qui ont signé entre-temps. Donc, signez-la, hein, la pétition, hein, signez-la, hein, voilà. Je certifie, voilà. Hop, continuez. Signez-la si vous voulez. C'est bon, c'est signé. Putain, la vache, il a fallu attendre. Bon, cet après-midi, ça a carburé à fond. Signez-la. Mais Yael Braun-Pivet a déjà annoncé hier qu'on ne reviendrait pas sur la loi. Donc, faites. Si vous voulez, pour le coup, ça coûte 0. Donc faites-le. Mais ça ne servira à rien. Il a déjà été annoncé que ça ne servira à rien. Il faut savoir que actuellement, il n'y a aucune loi qui a été débattue, qui a été redébattue suite à une pétition de toute l'histoire de la Ve République. C'est la pétition qui a le plus de succès depuis que ce dispositif existe et de toute la Ve République, donc. Et ça ne suffira pas. Voilà, je vous le dis, ça ne suffira pas. Il y a 2 fois le nombre de signatures qu'il faut, ça ne suffira pas. Qui pensait que durant l'été, les Français s'en battaient les couilles de la politique et ne faisaient rien? Visiblement, c'est une erreur de le croire. En tout cas, sur certains sujets, c'est une erreur. Donc la loi a été adoptée le 8 juillet, pétition le 10, on est au million de signatures le 20, on était aux 750 000 le 19, on était aux 500 000 le 18. Demain, on sera peut-être à 1,5 million, qui sait, j'en sais rien. Je sais pas si on est dans le haut de la courbe de Gauss ou si on est déjà redescendu dans le creux. Mais ils ont dit non, ils ont dit vu et s'en tape, déjà. Ils l'ont déjà dit. Donc moi, je voulais qu'on en parle un peu de la loi du plomb. Si ça vous dit, hein, voilà, c'est un beau dimanche. Moi, j'ai été faire du jardin tout à l'heure. Hier, j'ai récolté 1 kilo de mûres des bois et je me suis rendu compte, figurez-vous, qu'il existe une
une mise en garde tout à fait officielle par les autorités de santé de ne pas cueillir les mûres sauvages à côté des champs et des routes, à cause des aspersions et à cause des pollutions, que ce soit des pollutions agricoles ou des pollutions induites par les moteurs thermiques. Il faut le savoir. Moi, j'en ai déjà trop. J'ai fait 3 kilos de confiture. C'est un enfer. Je sais plus quoi en foutre. Les miennes, elles sont trop sucrées en plus. Bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Mettez un peu de vinaigre dedans. Vinaigre balsamique. Voilà, ça permet d'aider à la conservation. En tout cas, bref, la loi Duplon, portée par le sénateur Laurent Duplon et Franck Ménonville de l'UDI, la loi Duplon est censée être un texte permettant de taire à jamais la contestation agricole, la crise agricole de l'hiver 2024 bien sûr, en autorisant notamment la réintroduction à titre dérogatoire l'acétamipride, voilà, qui est un néonicotinoïde. Ce sont des mots très durs à dire. Ce sont des mots très durs à dire. Alors juste parenthèse sur cette molécule. C'est une molécule qui est interdite depuis 2018. Et on avait Jean-Marc Bonmatin, un chercheur au CNRS en chimie, en toxicologie, qui expliquait assez clairement que c'est un grave retour en arrière. Ce serait un grave retour en arrière si on le réintroduisait, ce qu'on vient de faire. La communauté scientifique est unanime sur la nocivité de l'insecticide, que ce soit pour la nature, la biodiversité, mais aussi pour l'être humain. Voilà. Elle a des effets nocifs, y compris à très petite dose. Et donc, ça a l'air d'être un no-go. Voilà, ça a l'air d'être plutôt non. Normalement, en fait, la chanson allemande, ça me va pas trop. Je vais plutôt me mettre un album de flûte de Pan. Voilà, ce sera l'album de flûte de Pan. Voilà. Donc, c'est peut-être le moins toxique des néonicotinoïdes, nous dit ce même chercheur. Pour les abeilles, en tout cas. Mais c'est le plus toxique pour l'être humain. C'est fou. Hein. C'est fou, hein. Y a un lien direct entre l'acétamipride et les maladies graves, et certaines maladies graves, notamment le neurodéveloppement de fœtus et de jeunes enfants, des perturbations endocriniennes, des cancers du foie, de la thyroïde et des testicules, des maladies rénales chroniques, et la liste reste ouverte. On ne sait encore pas exactement jusqu'où elle va, mais il est impliqué de manière avérée. En tout cas, les scientifiques sont assez unanimes sur son impact dans certaines pathologies très graves et mortelles. Donc la science dit non et le business dit oui, nous dit-il. La question aussi qui se pose, parce que du coup ce serait pour vraiment soutenir la filière agricole, et du coup pose une très bonne question ce chercheur, c'est quoi la filière agricole ? Est-ce qu'on cherche à soutenir la filière de production de noisettes, de betteraves ou de kiwis ? Ce n'est pas la même question. Ce n'est pas la même question du tout, parce qu'en fait, quand on dit qu'on veut soutenir l'agriculture, c'est un pan de l'agriculture en le réintroduisant. Ce n'est pas l'agriculture de manière générale. Il faut savoir, je ne savais pas, que les néonicotinoïdes avaient, dès leur introduction, déjà suscité beaucoup de débats et qu'ils avaient été autorisés à titre provisoire par bénéfice du doute et qu'on y est encore, quand même. On en est là. Et du coup, il faut savoir aussi qu'ils sont de moins en moins efficaces de toute façon aujourd'hui parce que les ravageurs sont de plus en plus adaptés. Hein, c'est toujours le problème. C'est un peu comme les antibiotiques. Hein. Vous savez, le mal que vous cherchez à traiter s'adapte au mal que vous lui infligez, si bien qu'il faut toujours monter en gamme et en toxicité pour avoir le même impact. C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, peu importe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même si ça tue moins les abeilles que les autres, ça tue plus les êtres humains que les autres, et ça tue quand même les abeilles. Il faut savoir que du coup, ce pesticide est justement précisément réclamé par la filière sucrière en France. Donc du coup, la betterave.
Bon, les apiculteurs sont pas de ouf contents, on va pas se mentir. Par exemple, bah voilà, quand on veut soutenir les betteraves, on soutient pas les apiculteurs, hein, on soutient pas le mail français, ça voilà. Je pense que vous l'avez tout à fait bien compris. Donc voilà, cette molécule a été réintroduite et réintroduite suite à l'adoption de la loi du plomb, hein, 316 voix contre 223. Elle est soutenue par la FNSEA et les JA, donc les jeunes agriculteurs. Donc en gros, le syndicat de droite et d'extrême droite et des patrons de la filière agricole. Qu'on se le dise, hein, parce que c'est quand même ça la FNSEA et les JA. D'ailleurs, il me semble que Laurent Duplon lui-même, je vérifie ça tout de suite, Laurent Duplon, était représentant de la FNSEA, tout à fait. Il a été président de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et il est membre du conseil de surveillance de Candia. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient de la FNSEA. On n'est pas très surpris, bien sûr. Donc, c'est censé être un premier pas pour relancer notre appareil de production agricole. Ça, c'est le rapporteur Julien Dive de LR qui nous le dit. Considérant que, en plus, de toute façon, cette loi, finalement, elle va toucher qu'un très faible nombre de terres, à peu près 1,7% de la surface cultivable en France, ce qui est quand même beaucoup de mètres carrés, c'est 500 000 hectares quand même. C'est pas rien. La flûte de Pan, pas chaud non plus en fait. Gilles d'Or, bon, voilà. Donc la Confédération paysanne, elle, évidemment, n'est pas chaude, hein. N'est pas chaude du tout. Bon, plusieurs associations pour l'environnement ne le sont pas, évidemment. Il faut savoir aussi que la loi du plomb ne concerne pas que les néonicotinoïdes, concerne également certains allègements, certaines facilités, notamment pour le stockage de l'eau, pour l'irrigation ou pour l'agrandissement de bâtiments d'élevage, pour adapter notre filière agricole aux enjeux de la mondialisation. Donc en gros, globalement, essayer d'augmenter en rendement en essayant d'industrialiser un peu plus les chaînes de production, et notamment les chaînes d'élevage. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je vous le demande. Donc clairement, on va avoir une baisse en gamme des produits français, hein. C'est aussi l'idée. On en avait déjà parlé 15 fois ici, mais de toute façon, par la mondialisation, les Français ne peuvent pas lutter par les prix de l'étranger. De toute façon, si les normes ne sont pas les mêmes, effectivement, il y a une concurrence déloyale. Mais, parce que le prix du transport reste quand même tout à fait marginal. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser en gamme en France, ou est-ce qu'il faut au contraire être plus sélectif sur ce qu'on importe? Visiblement, les syndicats de droite et d'extrême droite considèrent qu'il faut baisser en gamme, alors qu'ils ne comprennent pas que, du coup, si c'est pour acheter du bas de gamme, autant acheter le moins cher produit à l'étranger. Parce qu'autant, moi, ça me paraît stupide de penser autrement. Si vous achetez de la merde dans les deux cas, autant acheter de la merde la moins chère plutôt qu'acheter la merde du coin, quoi, qui coûte plus cher. Donc, l'autre solution aurait été d'être un peu plus sélectif sur les normes de ce qu'on fait parvenir de l'étranger, mais visiblement, ça, c'est plutôt le discours de la Confédération paysanne d'ailleurs. Le gouvernement a tranché, a choisi de quel côté il voulait pencher, bien sûr. Faut savoir que le Conseil constitutionnel est quand même censé se prononcer sur la loi du plomb. On ne sait pas encore non plus tout à fait bien arrêter cette histoire. On va pas se mentir que, à mon avis, ça va passer. Hein. Ça va être adopté. Hein. Alors, c'est ceux, vous habitez dans une zone à filière, avec la filière de betterave, j'imagine le nord de la France, c'est bon, vous allez en prendre plein la gueule, hein. Désolé de vous le dire. Hein. Voilà. Il y a aussi un point très intéressant de la loi du plomb, pardon, je me permets de vous le dire. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé. La loi du plomb supprime la stricte séparation entre l'activité de conseil agricole et la vente de produits phytosanitaires. Donc, à la base, c'est un dispositif qui est fait pour éviter le conflit d'intérêts. Et maintenant, on supprime ça. Pourquoi faire ?
Voilà. Moi, je trouve aussi c'est un point absolument problématique. Donc, bon, ça peut conduire assez rapidement, on comprend bien que ça pourrait conduire assez rapidement à la mise sous tutelle d'une partie de l'agriculture aux intérêts des groupes phytosanitaires, enfin des groupes vendant des phytosanitaires. Ça me paraît fou d'avoir voté ça. Ça me paraît zinzin. Les grands gagnants sont les grands exploitants, évidemment. C'est que pour la betterave dans la loi? Non, c'est pas du tout que pour la betterave, mais ça concerne a priori surtout la betterave et la noisette. Voilà. On a une loi quand même très complexe, enfin très complexe, qui enrôle beaucoup de choses. C'est-à-dire le point qui fait le plus débat, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Pareil, il y a un truc aussi qui est intéressant, c'est que cette loi fait passer l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Pardon. Sous tutelle du ministère... Voilà, je reformule. L'OFB était sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Maintenant, elle passe sous la tutelle du préfet. Donc, en gros, une réduction de son indépendance. Voilà. Une réduction de son indépendance. Donc, du préfet pour la police administrative, procureur public pour le judiciaire. Donc, en gros, on soustrait un peu de son indépendance pour la police de l'environnement, globalement. Donc, moins de contrôle. Ou plus facile de faire du clientélisme. Et alors du coup je vous disais l'agrandissement des bâtiments, mais on a aussi changé les seuils. Aujourd'hui, maintenant, avec la loi du plomb, on va pouvoir passer de 2 à 3 000 cochons par élevage intensif. Et on va pouvoir passer de 40 000 à 85 000 poulets. En tout cas, pour rester sous le seuil de contrôle d'évaluation environnementale. Donc, les kiwis aussi pourraient être concernés, voilà, si je vous le dis quand même. Les kiwis pourraient être concernés. Le reste, niquez-vous. Hein. Bon, moi vous savez, je suis pas très client de tout ça. Hein. Je suis pas très client de ce type de loi. Je trouve que les macronistes se déshonorent très largement en votant ce genre de trucs, notamment. Selon Mediapart, et du coup je vous le donne, hein, parce que du coup il y a une commission mixte paritaire qui a été mise en place. Donc qui contient 14 personnes pour pouvoir négocier le texte entre le Sénat et l'Assemblée. Selon Mediapart, sur 14 membres de la commission mixte paritaire, il y en avait 11 qui sont issus d'une profession agricole et 4 qui ont exercé des mandats importants à la FNSEA. On peut aussi questionner leur objectivité dans tout ça. Ça me paraît important. En tout cas, tout ça pour vous dire que Yael Braun-Pivet, elle a dit niquez-vous. Hein. La loi, elle a adopté, ciao. Hein. Bon. C'est bien, la France baisse en standing dans tout. L'idée que la droite, elle se fait du pays, elle est folle hein, quand même. C'est on va baisser tous les standards, on va tous mourir au travail,
dans ce qu'on bouffe, on va devenir les États-Unis, ça pue la merde comme pays, mais on aura sauvé l'économie. On va tous mourir, on vivra tous mal, on sera tous malheureux, on sera tous mal soignés, mal éduqués, mal nourris, mais on aura sauvé l'économie. Ça, c'est important. C'est un peu, moi, ce que ça m'inspire. Hein. Les riches seront plus riches. Mais alors, figurez-vous que j'ai un bouquin. Alors, je sais plus où il est. Que les riches des pays les plus inégalitaires sont certes plus riches, en moyenne que les autres. Ils sont eux-mêmes plus malheureux, plus mal soignés, et ils meurent plus jeunes. C'est fou! Comme si finalement vivre dans une société où tout le monde était heureux, ça bénéficiait à tout le monde, même aux riches. C'est incroyable. Alors, le livre, donnez-moi 2 minutes, je regarde si je l'ai à vue d'œil. Si je l'ai pas à vue d'œil, ben, vous allez devoir me faire confiance, parce que j'ai toujours pas de bibliothèque. Ah, je sais plus. Putain, je vois la couverture, elle est violette. Peut-être pas, se trouve, elle est verte. Ah, attendez. J'essaye de retrouver. Je l'avais acheté à la Fnac, d'ailleurs. Putain, je tombe que sur des bouquins de développement personnel. Ah, non mais non, c'est pas un bouquin de développement personnel. C'est un bouquin de sciences sociales et d'épidémiologie. C'est un bouquin sur l'anxiété à la base d'ailleurs. C'est un bouquin sur l'anxiété et qui explique que quand on vit dans une société plus inégalitaire, on est tous plus anxieux, on est tous plus dépressifs, y compris les riches. Et que du coup les riches des pays les plus inégalitaires vivent moins bien que les riches, qui sont un peu moins riches, des pays égalitaires. Mais j'ai plus le bouquin, putain, faut que je le retrouve. De toute façon, il faudrait que je commande une bibliothèque. Parce que là, ça commence à être le bordel. Hein. Si j'avais les sous. Si j'avais les sous. Bon. Plus les gens gagnent d'argent, plus ils sont heureux, et c'est jusqu'à 500 000 $ par an. 30% d'entre eux se disent vraiment heureux lorsqu'ils passent le cap des 100 000 $ par an. C'est pas une question de bonheur, c'est aussi une question de stress. Alors, en gros, pour étayer un peu, par exemple, c'est un truc très, très bête. Dans les pays les plus inégalitaires, les riches sont plus facilement agressés ou attaqués. Et donc, ils doivent d'autant plus se protéger. Par exemple, en Afrique du Sud, ils doivent vivre dans des quartiers avec des murailles, des gens qui surveillent. C'est extrêmement anxiogène. Là où les riches des pays les plus égalitaires, ils ont moins ce genre de problème, par exemple. Est-ce que c'est ce bouquin? Pour vivre heureux, vivons égaux. Est-ce que c'est ce bouquin? Oui. Peut-être. En fait, j'en sais rien. Attendez, j'en sais rien. Oui, c'est ce livre. Ah, vous me dites c'est pas bien? Ah, pardon alors. Bah, ça se trouve, le bouquin est pas terrible. Ok. Ouais, c'est ce livre.
Bon, visiblement, ce livre ne fait pas du tout autorité. Bon. Et ils ont l'air sérieux, les gens. Ils ont l'air sérieux, ces gens-là. Il y a même un article Wikipédia sur ce bouquin qui ne parle pas de... Il y a une réponse critique, si. Visiblement, bon, il y a une critique. Voilà. Eh ben écoutez, on en fera la critique. Mais en tout cas, sur ce truc-là, effectivement, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà. Enfin, après, une partie des critiques, visiblement, c'est sur le fait que ce serait un bouquin communiste. Hein. Bon. Tu l'as pas lu, le livre, ça se voit. Ah bah si, je l'ai lu, le livre. Bon, en tout cas, j'ai lu la moitié. À peu près. Jusqu'à ce passage. En tout cas, jusqu'à ces passages où ça parle de la richesse, etc. Moi, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes, voilà. Bon, bah, visiblement, alors je sais pas. Le bouquin a l'air d'être super contesté. Le bouquin a l'air d'être visiblement dans le chat faire consensus sur le fait qu'il ne faut. Alors, par contre, j'ai pas lu la dernière partie sur comment faire une meilleure société. J'ai pas lu cette partie-là. Si c'est la partie qui vous intéresse et la partie qui cristallise vos critiques. Il y a une mitigation par pays car 90 000 $, c'est pas la même chose à Lisbonne ou à Zurich. Oui, bon. Je voulais pas nécessairement lancer un débat là-dessus. Après, est-ce que sur ce point précis, sans forcément reciter le livre, est-ce que sur le point précis de les riches des pays les plus inégalitaires vivent moins bien que les riches des pays égalitaires, il y a quelque chose à en tirer. Ça m'a l'air d'être un claim qu'on peut un peu étayer. C'est des gens sérieux, mais c'est surtout qu'ils ont que genre 17 pays, donc leurs preuves empiriques sont peu solides. Ah bah ça après, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dès l'instant que vous analysez, vous voulez faire des études comparatives. Enfin, il y a un truc très vrai dans la recherche occidentale, et particulièrement vrai dans la recherche américaine, qui est de généraliser des situations qui peuvent être en fait situées dans une ère civilisationnelle donnée, par exemple l'Occident, et le généraliser à l'ensemble du monde. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup en psychologie, notamment en psychologie sociale, qu'on voit beaucoup en linguistique aussi, notamment en psycholinguistique, en linguistique, enfin en grammaire, pas en grammaire comparée, enfin en linguistique générale, en grammaire anglaise, etc. Il y a beaucoup de choses, il y a pas mal de ce genre de choses. Ça veut pas toujours dire que tout est à jeter, mais que le périmètre de la conclusion est à restreindre. C'était pas tout à fait la même chose. Moi, je me souviens d'une étude, par exemple, en interculturalité, qui disait, regardez, on a pris des étudiants hongkongais, des étudiants norvégiens, des étudiants singapouriens, des étudiants canadiens. On couvre la plupart des aires culturelles du monde. Il y avait Dubaï aussi. En fait, pourquoi ces gens ont été pris? C'est parce qu'en fait, c'est facile d'y trouver une population qui a un niveau langue maternelle ou quasi-langue maternelle en anglais. Sauf que précisément, quand tu fais des études en interculturalité, tu ne peux pas nier le fait que ces gens précisément parlant anglais comme première langue ou ayant un niveau natif, ce n'est pas un biais quand on traite de l'interculturalité. En fait, si, c'est un biais énorme. Et souvent, voilà, j'ai pu tomber sur ce genre d'études où tu te dis, mais merde,
Comment ils ont fait pour ne pas le voir? Alors du coup, il y a quand même des choses intéressantes. Pour autant, la conclusion est souvent à jeter par la fenêtre, ou une partie, quoi, ou en tout cas à circonscrire. Mais là, c'est parce qu'on rentre dans quelque chose d'autre qui, moi, m'exaspère un peu, mais qui aussi dit beaucoup du monde dans lequel on évolue. La science, aujourd'hui, elle devient sensationnaliste parce qu'il faut, pour vendre des livres et pour être publié, et pour être cité, il faut déplacer des montagnes et il faut créer des nouvelles. Il faut révolutionner son milieu, quitte à ce que cette révolution l'invente. C'est toujours un peu le problème. C'est un problème qu'on trouve à beaucoup d'endroits et ce qui ensuite fait que dès l'instant que tu veux creuser, c'est un peu plus casse-couille parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont trop sexy, c'est des trucs que tu vois après dans un article du Monde, dans un article de The Conversation, etc. C'est voilà. Alors, malgré tout, des fois, les données sont quand même intéressantes et pertinentes. Ce qui pose question, c'est plus la circonscription. Comment tu vas circonscrire la conclusion et comment tu vas l'édulcorer. Voilà. C'est... En écologie, si ton étude n'est pas généralisable et porte sur un site et un cas précis, c'est pas très bien vu et dur à publier. Ben voilà, bon après... Donc du coup, moi, ce bouquin, j'avais bien aimé, en tout cas une partie de ce que j'avais lu, parce qu'il y avait des graphiques, il y avait des idées, il y avait des machins, il y avait des données qui étaient assez intéressantes. Après, je n'ai pas tout lu du livre. Et peut-être que leurs conclusions ou leurs orientations ou leurs pistes de développement sont pas intéressantes. En tout cas, le passage sur la question en fait, cette idée de être riche dans un pays inégalitaire, ça rend moins heureux qu'être riche dans un pays égalitaire, c'était intéressant. La science n'a pas toujours fonctionné comme ça, en mode course aux fossiles. Oh, vous savez, à une époque, il y a aussi beaucoup de gens qui faisaient de la science sans que leur niveau de vie en dépende. Ils étaient moins dans des logiques de marché. Aujourd'hui, la science est beaucoup dans des logiques de marché. La science est effectivement gangrénée par le capitalisme. Voilà. J'en ai déjà parlé plein de fois ici, la linguistique ne fait pas exception, notamment. Il y a des choses qui sont très dans l'air du temps, ou dans l'air... même si c'est pas l'air du temps de la société, ça peut être aussi l'air du temps du marché, ou ça peut être aussi l'air du temps d'une tradition universitaire qui parfois peut être un peu... Voilà. Je mets tout ça de côté, hein. Tout ce que vous m'envoyez, je le mets de côté. C'est le côté publish or perish. Ouais. Mais voilà, donc... pour en revenir à la loi du blond, on va tous... Enfin... Vous dites les industriels ils s'en foutent, ils mangeront bien, mais en fait non. Dans un pays où tout le monde, on baisse les standards pour tout le monde et tout le monde mange mal, les riches auront des chances et des moyens de mieux manger, oui, mais ils mangeront aussi moins bien. Aux États-Unis, les riches mangent moins bien que les riches en Europe, que les riches en France. Parce que si, en fait, c'est un pouvoir de structure. Ça change, en fait, en changeant le visage de vos supermarchés, des produits qui sont à consommer dans un restaurant où les trends du moment et du coup le pouvoir culturel que ça, et même d'ailleurs la publicité, en fait, ça change aussi structurellement vos habitudes de consommation. Et si les riches ont plus de leviers et consomment mieux, en fait, ça c'est vrai parce qu'ils ont les moyens de consommer mieux, une partie des riches consomme mal. Enfin, c'est aussi important de le savoir. Ce sensationnalisme est une des causes de la crise de la reproductibilité. Ouais. Bah oui, mais de toute façon, ça a toujours été un problème. Ça l'est de plus en plus. Moi, ce qui me fait que la plupart du temps, j'ai pas confiance dans les titres des articles. Du tout.
Vous savez, moi, en linguistique historique, c'est tous les 3 mois, peut-être tous les 6 mois, on va dire, il y a quelqu'un qui révolutionne la recherche en indo-européen, en ayant finalement découvert le foyer des Indo-Européens. Souvent, c'est des gens qui s'en battent les couilles, qui ne font pas particulièrement de linguistique historique, ni de grammaire comparée. C'est des gens, ils ont inventé un modèle d'IA ou alors ils ont fait 3 calculs basés sur j'en sais rien, et ils disent bah regardez, c'est pourtant clair. Si je mets tous les mots dans la machine, il en ressort que. Et en fait, ça n'apporte rien. Souvent, ça n'apporte rien. Déjà, ça n'apporte pas de nouvelles thèses. Ça ne valide pas particulièrement des thèses qui étaient déjà présentes. Par exemple, sur l'origine des Indo-Européens, il y a à peu près un consensus universitaire, par exemple, aujourd'hui. Ça reste une marotte, mais quand même avec un consensus qui est quand même assez fort, notamment avec la paléogénétique qui est arrivée, et la paléoclimatologie qui sont arrivées en sus après l'archéologie, après la linguistique, etc. Et du coup, moi, régulièrement, on vient me dire mais t'as pas vu? Ça y est, c'est plié. Et en fait, non, c'est pas plié du tout. Est-ce que tu peux me demander de la crème ou de la sauce tomate? Non. Il faudrait le manger par contre. En astrophysique, en astronomie, la NASA est un bel exemple. Il y a encore 2 ans, tu avais un véritable marketing sur des percées qui s'avéraient être septième de finale. À côté de ça, vous avez des percées qui sont pour le coup très importantes, très intéressantes, et qui ne sont pas connues du tout du grand public. L'IA, par exemple, il y a beaucoup de trucs qui évoluent en IA. Mais en fait, l'IA, ça date pas d'aujourd'hui. Par exemple, dans TAL, en traitement automatique des langues, il y avait des choses qui aujourd'hui sont appliquées au grand public et sont disponibles au grand public, que le grand public découvre aujourd'hui, mais qui existent depuis longtemps, dont les fondements sont posés depuis un moment. Et ça, bah, personne à l'époque n'en parlait comme une révolution. Parce que c'était trop circonscrit à une niche. Le nouveau foyer d'un Européen, il n'y a pas de nouveau foyer, hein, c'est toujours la steppe pontique, salut. C'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. C'est quoi l'endroit suggéré par les auteurs du papier? La steppe pontique. Mais 10 km plus au nord, hein. Genre de conneries, quoi. C'est pour ça que j'ai du mal avec les revues scientifiques à destination du grand public. C'est souvent vraiment du trompe-l'œil. Hein. Parce que pareil, un journal comme Futura Science, par exemple, bah faut bien qu'il soit acheté ou lu. Lu, en l'occurrence. Pour ça, faut être sexy. C'est publié dans un journal avec une revue par les pairs, mais oui, mais peu importe, on s'en bat les couilles. Tu sais, si les pairs, c'est pas des linguistes, t'en bats les couilles.
Sinon, il y a beaucoup de gens qui font la recherche en linguistique qui sont pas linguistes. Du tout. Ils se font checker par des gens qui sont pas linguistes non plus. Ou alors pas du même domaine. Ou pas du bon domaine. Oui, mais ils sont censés être du même domaine, mais en fait, il y a des sujets qui sont considérés, il y a des disciplines scientifiques qu'on considère comme n'étant pas vraiment tout à fait, comment dire, le monopole des gens qui travaillent et qui sont dédiés à cette activité. Tout le monde peut faire de la linguistique et de la psycho, visiblement. Alors, il y en a qui en font de très mauvaise qualité, mais... J'ai vu plein de gens s'intéresser au langage, alors des fois c'est intéressant, hein, l'interdisciplinarité c'est important. Ça dépend, quoi. Puis regardez Didier Raoult, hein. Après, il y a des biais en science, hein. Le fait que ton nom soit très connu, ça fait que tu vas pouvoir dire beaucoup plus de conneries sans être repris par les autres et être publié. Moi, c'est l'un des trucs qui m'a vraiment déçu, moi, quand je faisais la linguistique en master. Même en licence, déjà, la licence. J'ai déjà raconté plusieurs fois ici, mais plusieurs fois, je suis tombé sur des vieux qui disaient des grosses dingueries. Toujours des vieux hommes de 70 ans. Ils ont eu une carrière à l'époque. Ils sont professeurs émérites de ci ou de ça. On les invite et on rajoute leur nom parce que ça fait prestige et que ça permet plus facilement d'être publié. Et après, ils disent des dingueries et c'est validé. Moi, j'ai été confronté à 2 dingueries dans 2 colloques différents. Mais avec vraiment des dingueries de ouf, hein. Il y a un gars, je fais pas le détail, il expliquait qu'il y avait un sens caché dans le son re en français. Et que, notamment dans le verbe, et qu'on pouvait, et lui, l'un de ses postulats de base, c'est le son re a disparu en français, a disparu du latin, en français, uniquement dans le premier groupe, pas dans le second et pas dans le troisième. On ne peut pas l'expliquer autrement qu'il y a un sens caché dans le son re, alors que si, on l'explique par l'accentuation du verbe en latin. Point fini. Un semestre de linguistique historique que t'as déjà plié, c'est voilà. Finito. C'est assez basique en plus, hein. C'est même pas un truc de ouf, hein. Et donc, tu l'entends pendant 1 heure te dire c'est dinguerie. Il a fait une grande trouvaille tout seul. Ça tient pas debout. Le plus drôle, c'est j'ai vu Klukhorst, qui est un chercheur assez connu en indo-européen. À l'époque, il était très jeune, il était tout frais. Se faire disqualifier au motif
par Heinrich Eichner, qui est un très grand professeur d'indo-européen. Peut-être qu'il est mort d'ailleurs aujourd'hui. Je sais même pas s'il est pas en grand. Je sais même pas s'il est mort. Je vais le voir. C'est avec lui que j'aurais dû faire mon mémoire de master. Par exemple, lui, il adorait l'espéranto, mais il disait que toutes les autres langues, toutes les autres langues construites ne devaient pas exister. Je suis en mode, ah oui, bon. On va déjà vérifier s'il est encore en vie. C'était quoi? C'était Eichner, non? C'était qu'un H. Oh, je sais plus comment. Je sais plus c'est quoi son nom. Si, c'est ça? Ou Rainer Heinrich? Oh, Heiner. Oh, je sais plus. Bref. Eichner, il lui a dit tranquille, sans pression. Il lui a dit si t'as raison, j'ai passé ma vie à partir dans la mauvaise direction, et tant que je suis en vie, je ne l'accepterai pas. Donc, ciao, rentre chez toi. T'es en mode bon? Bon bah salut. Et puis vous savez, plus récemment, j'étais en coloc et il y a des gens qui nous ont expliqué qu'en fait, ils allaient lancer une nouvelle discipline scientifique qui ressemblait étrangement à une autre, qui avait juste été rebrandée avec de nouveaux noms. Ils expliquent, oui, mais alors eux, c'est différent parce qu'ils font comme ça, nous, on fait comme ça. Je suis, bah oui, mais eux aussi font comme ça, des fois. Oui, mais c'est pas pareil parce que nous. Et donc, si jamais tu lances un nouveau courant scientifique qui porte ton nom, bah c'est quand même stylé. Mais bon. Il est mort. Bah voilà. Terrible. Ah, il est mort. Bah, au bout d'un moment, il était né en 42. Hein. Merci. En tout cas, voilà, bon. Même dans les grandes universités, avec les grands professeurs, j'ai été confronté à des dingueries. Donc bon. Vous savez, la science, on en a souvent une vision très angélique. Comme s'il n'y avait pas de biais. Il y a évidemment plein de biais. Le poids de la tradition, par exemple, d'une université qui recherche dans telle direction parce qu'ils ont un gros département qui sont connus pour ça, pour aller dans telle direction. Bah, ils ont une réputation à tenir. La dimension médiatique, on pourrait l'appeler en linguistique l'effet Chomsky. La dimension politique, qui est pote avec qui permet d'avoir tel ou tel financement. De manière plus générale, dans la recherche privée, le biais des financements, comment ils sont fléchés. Souvent, c'est lié aussi avec l'agenda médiatique. En ce moment, c'est l'IA. Mettez tout le pognon dans l'IA.
Vous avez fait Chomsky? Ah, j'ai une grosse vidéo en préparation sur Chomsky. Avec Kalyan, d'ailleurs, faut qu'on la finisse. Pour la faire courte, Chomsky, il y a un personnage politique et il y a un personnage linguiste. Parce que certaines personnes lui donnent du crédit pour l'un, il a du crédit pour l'autre, et vice-versa. Sauf que politiquement, des fois, Chomsky, il est un peu perdu. Il est anarcho-syndicaliste à la base, mais bon, si jamais il faut défendre un génocide en Serbie, bon, ou Forisson en expliquant qu'il a le droit à la parole, bon, bah voilà, hein, des fois, il va, bon. Et à côté de ça, en fait, s'il a une dimension libertaire et démocrate et anarchiste politiquement, ce n'est pas du tout le personnage qu'il est universitairement parlant. Il faut savoir que, enfin, Chomsky, il a commencé à faire de la recherche en 1956. Hein. Il est encore à l'université. Je crois qu'il est à l'université d'Arizona maintenant. Alors qu'il est aphasique. Hein. Il a quoi? Il a plus de 90 balais. Et pas mal de choses qu'il a pu dire ou sortir se sont avérées plus que contestables scientifiquement. Ou en tout cas, beaucoup a été remis en question quand même. Ou le périmètre d'une partie de ce qu'il a dit, en tout cas, voilà. Parce que bon, lui à l'époque, la mode c'était l'informatique. Et donc du coup, bon, le cerveau est un ordinateur, les règles sont comme ça, c'est facile. Et Chomsky a beaucoup bénéficié de son image publique, notamment quand il a commencé à écrire sur George Bush, sur le 11 septembre, et qu'il a commencé à faire pas mal de bouquins pour s'en prendre aux républicains et pour défendre la démocratie et la liberté. Il a commencé par exemple à devenir très 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 populaire à gauche dans tout l'Occident. Et donc les gens se sont intéressés par la même façon à ses travaux scientifiques et en fait du coup pour le faire court parce que je suis en train de me disperser, mais comme c'était un personnage omniprésent médiatiquement, il est devenu un personnage omniprésent scientifiquement, et vice versa, comme il était un personnage omniprésent scientifiquement, ça alimentait le fait que ce soit un personnage omniprésent médiatiquement, sauf que tout n'était pas... Enfin, Chomsky, il a régné en maître dans la tradition universitaire. Du coup, le générativisme de Chomsky, pendant 20 ans, peut-être même 30, c'était la seule doctrine possible dans toute une partie des universités américaines, et y compris occidentales. T'étais générativiste ou tu ne faisais pas de recherche. On en est sorti, on est plus dans le post-structuralisme aujourd'hui. Et parfois c'était contestable, quoi. Tout ce qu'a dit Chomsky n'était pas vrai. Et d'ailleurs, la théorie générative, enfin le générativisme a lui-même été remanié plusieurs fois comme courant de pensée parce que pas mal des assertions de Noam Chomsky se sont avérées plutôt fausses ou pas si simples. Voilà. Le générativisme, c'est trop compliqué à vous expliquer ce qu'est la grammaire générative. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué à vous expliquer, à vulgariser. Enfin, même là, en essayant de checker 2-3 trucs, s'il y a des phrases déjà vulgarisées, c'est trop compliqué. Mais alors, le problème, c'est que comme Chomsky a eu un impact considérable sur les sciences sociales à une époque où l'interdisciplinarité commençait à émerger, tous les courants de pensée en dehors de la linguistique qui veulent intégrer de la linguistique dans leur courant ne se sont pas mis à jour depuis Chomsky, en fait. Ils ont commencé à le faire à l'époque de Chomsky, ils ne se sont pas remis à jour depuis. Et moi, ça me perturbe de voir dans des publications scientifiques en psychosocial ou en psycholinguistique, de voir Chomsky brandi comme un argument d'autorité qui clorait tout débat parce que il a dit ça il y a 40 ans, il y a 50 ans même maintenant, il y a peut-être 60 ans même. C'est difficile, voilà, c'est difficile pour moi d'admettre que la science est parfois un peu, par réflexe et par automatisme, un peu feignante dans ses références et dans une partie de ses travaux. Donc voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Après, le débat sur Chomsky, il est rouvert toutes les semaines sur Reddit, sur Ask Linguist ou alors Linguistics, c'est vraiment très chiant. Tout n'est pas à rejeter, hein. Tout n'est pas à rejeter dans le générativisme, mais tout n'est pas à prendre non plus, hein. Voilà, vraiment. Mais il y a un peu une forme... Ce qui est un peu bizarre, c'est que chez Chomsky, j'ai l'impression qu'il y a en linguistique une négation du fait social. Tout n'est que dans la tête, le cerveau, qui est un ordinateur, etc. Alors que dans sa dimension politique, le fait social est omniprésent et central. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu de contradictoire parfois. Après, bon, ça dépend de Chomsky de quelle année, hein. On parle d'un gars qui va bientôt avoir un siècle, hein. Donc, forcément, il a dit des choses en quasiment un siècle de temps. Il a quel âge? Il est né en 1928. Il a 96 ans. Compliqué, hein. Ah oui, il est très vieux. Non, il n'est pas mort. Non, non, il est pas mort, il est toujours en vie. Non, non, il est bien vivant. Je crois qu'il est aphasique depuis quelques mois, là. Il aurait pu à parler. Mais bon. Mais en gros, ouais, Chomsky, son truc, c'est le cerveau est un ordinateur. Tout n'est que syntaxe. Et le reste, bon, c'est un peu... ça existe, hein, mais c'est un peu... sont un peu des épiphénomènes, quoi. Non, elle sera pas en VOD. Après, je vous simplifie très très allègrement le propos, hein. Oui, j'en reparlerai pas. Putain, Rainer Eichner est mort. Je suis abattu. C'est lui qui a abattu, hein, en l'occurrence. J'ai nettoyé mes lunettes, elles sont encore plus sales qu'avant. Enfin voilà, hein, ouais. On dérive, on dérive, on dérive de sujet en sujet. Mais la triste vérité, c'est que... En fait, il faut pas devenir anti-science. Ça n'a aucun sens non plus. Mais l'une des raisons aussi de la crise dans ce que constitue le monde scientifique, ça passe aussi par la sensation peut-être que la science est lointaine, et elle l'est, ça c'est sûr. Et en même temps, le fait qu'elle soit autant soumise au marché aussi, je pense que ça nuit
Ça nuit à la crédibilité, hein, souvent, du propos. Après, faut pas devenir anti-science non plus. Moi, d'ailleurs, je suis un mec de jardinage, là, qui fait du jardinage, là, qui est passé en mode full anti-science. Il a littéralement fait une vidéo sur pas de preuve scientifique. Si je le fais et que ça marche, c'est bien la preuve que ça marche. Ah non. Euh, Moi, je peux chier dans un seau tous les jours et me dire, bah, c'est grâce à ça que je perds pas mes cheveux. Regardez. Je chie dans un seau tous les jours. Je perds pas mes cheveux. Alors que les gens qui ont une calvitie, autour de moi, ils chient pas dans des seaux. Bon, bah peut-être que faut aller plus loin. Tout est lié, ouais. On m'a montré une vidéo de ce gars, quand j'ai dit que c'était nimp, on m'a demandé ce que j'en savais. J'ai dû rappeler mon master en biologie. Ah non, mais lui, il est dans tous les délires les plus étranges, hein. Les espèces de... les fils de cuivre pour pouvoir capter les énergies, les envoyer dans le sol, genre de bail. Après, tout le monde lui dit mettre des coquilles d'œufs dans les trous pour pouvoir donner du calcium aux plantes. Bah non, en fait, le calcium, il faut, pour qu'il soit disponible pour les plantes, il faut d'abord qu'il soit captable, assimilable. Pour ça, enfin, les plantes, elles avalent pas les coquilles d'œufs, quoi. Enfin, genre, ça marche pas comme ça, quoi. C'est Alex Terrier, ça s'appelle. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce gars, je vais vérifier. Et lui, il est en mode full zinzin. Vraiment, il est en mode full zinzin et de pire en pire. En mode full zinzin. À l'extérieur, c'est ça. Il a bientôt 500K sur Instagram. La moitié des astuces qu'il donne, c'est du bidon. C'est du bidon de ouf. C'est du bidon voilà. Ah oui, c'est ça. Son astuce mildiou, c'est de mettre des fils de cuivre sur des poteaux pour, je sais plus quoi, capter les énergies. Je sais pas quelle connerie. Et renseignez-vous, quoi. Et il en a fait un bouquin, d'ailleurs. Je crois qu'il a fait un bouquin. Ou un guide, je sais plus. Ils font tous des bouquins, ce sont ceux qui jardinent. Donc il y a deux doigts de nous parler de la mémoire de l'eau, hein. J'en sais rien. Bon. En tout cas, c'est pas très très surprenant. Il y en a de plus en plus, hein, Le pire, c'est les commentaires. Moi, ce qui est le plus effrayant quand on ça, c'est les commentaires. Tu regardes les commentaires, ils font bravo, oui, vous avez bien raison. Il y en a deux, trois qui font bah, le discours anti-science trop bizarre, quoi. Il a droit en mode oui, oui, de toute façon, bah ça, les lobbies, hein, bravo pour tout ce que vous faites. Nous, on vous soutient. Vous laissez pas avoir. Gardez votre parole libre. Oui, mais libre, c'est pas dire pertinente, hein, parce qu'il a le droit de dire de la merde. Hein, ça veut pas dire que c'est pertinent. Et c'est toujours très chiant. Quand t'évolues dans un secteur qui touche un peu à la nature, tu as tout le temps le droit. C'est horrible à dire, mais trouver des gens qui sont pas... La musique, elle est écrite, c'est Falkenbach. The Isanish Foray. Mais dès l'instant que tu es dans un secteur comme le voyage, le jardinage, ou alors conseil santé, alors aussi, je vais noter développement personnel de manière générale, c'est full zinzin. C'est full zinzin dans tous les sens. C'est un peu... ouais, c'est un peu... bon... Ouais, sur l'alimentation aussi, ouais. Trop facile d'inventer n'importe quoi dans ces domaines. Mais en fait, c'est surtout, en plus, c'est des gens, je pense, qui sont honnêtement convaincus, mais ils se plagient les uns les autres dans leurs conseils bidons de merde. C'est ça qui est fou. Mais beaucoup de gens sont convaincus hein, par ce qu'ils disent.
Ça me rappelle un youtubeur menuisier qui a présenté son frangin biodynamique un jour. Type vend des formations en ligne. Biodynamie, il y a pas mal de gens qui sont en mode permaculture, c'est biodynamie. Hein. Après, en termes de... Il y a une fake news, par exemple, dans le jardinage qui m'énerve et qui est très, très, très allègrement relayée par les médias traditionnels, et même d'ailleurs plusieurs fois par an, par le JT de TF1 ou le JT de France 2, c'est qu'on peut faire pousser des plantes sans eau. Ça me paraît fou. Alors jardiner avec la lune, ça tout le monde aussi, hein, mais le truc de machin est jardinier, ça fait 20 ans qu'il a son jardin, il n'a jamais utilisé un seul arrosoir et pourtant son légumes sont les meilleurs de la région. C'est pas parce qu'il n'utilise pas d'arrosoir que les plantes ne boivent pas d'eau. Ils peuvent aller le chercher, ça se trouve il a un sol très meuble, très humide qui retient bien l'eau, ou alors il a des sources pas loin. J'en sais rien, quoi. Mais il y a bien de l'eau qui vient à un moment pour pouvoir faire des plantes. Enfin, c'est obligé, quoi. Oui, il pleut, mais même quand il... Et là, je suis tombé sur une vidéo d'un gars la dernière fois en mode... moi, j'ai jamais arrosé mon jardin. Il faut stresser les plantes, leur faire un stress hydrique. Comme ça, elles vont faire des racines. Elles vont devenir plus résistantes. Elles vont devenir stonkers, quoi. Et du coup, ça fait de meilleurs légumes et des plantes plus résistantes. Oui, ça fait des plantes aussi qui crèvent de soif. Au bout d'un moment, voilà. Et en fait, des fois, si t'as un bon terrain, t'as pas besoin d'arroser. Mais des fois, quand t'as un terrain de merde, si t'as un terrain trop sableux, il faut que t'arroses. T'as pas le choix. Et oui, et il y a cette confusion de jardiner sans eau. Il y a des gens qui en font des guides, hein, le fait de jardiner sans eau. Voilà, pas besoin d'eau pour jardiner. Et après, les gens, ils font ça, ils font « Ah ben, merde alors tous mes plants de tomates, ils ont séché. » Ou alors, j'ai des feuilles, mais j'ai pas de fruits. Bah oui, parce qu'en fait, tous tes bourgeons ont cramé, quoi. Oui, bah ça, c'est dommage, hein. Et le deuxième, c'est... ça, c'est... Bon, la permaculture est là-dessus, mais c'est le fait qu'il faille... Ça, du coup, je l'ai appris par le potager d'Olivier, une chaîne que j'aime beaucoup. Et quand tu regardes les commentaires de certains vidéos de jardinage, c'est fou, c'est... la trend en permaculture, aujourd'hui, c'est il faut pas travailler le sol. Pas faire de travail du sol, sinon ça nique le sol. Ça nique la vie dedans, ça nique les petits organismes et tout, etc. Mais si vous travaillez jamais votre sol, vous partez de zéro dans le jardinage et vous ne travaillez pas votre sol, vous allez faire pousser beaucoup de trucs, mais pas des légumes. Hein. Sauf si jamais vous avez de la chance. Mais un sol, ça se travaille aussi. Ça s'aère. Le stress hydrique, ça existe, mais ce n'est pas forcément pour les fruits et les légumes. Typiquement, c'est pour faire de l'osy-urbanerie. Plutôt stress hydriquement, ça fait... Oui, non, mais attends, je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que ça n'a pas de pertinence, mais en fait, je peux pas juste dire, faites crever vos plantes de soif, elles pousseront plus fort, mieux, et elles seront plus résistantes. Parce qu'en fait, c'est juste pas vrai. Enfin, tendanciellement, au global, pour le potager, c'est plutôt pas vrai. Si vous faites des radis sans eau, ils vont juste être forts comme jamais, quoi, vous allez vous arracher la gueule. Si vous faites des salades sans eau, bah c'est simple, elles pousseront pas. Genre les salades, c'est de l'eau. C'est le labour profond annuel qui est mauvais. Oui, c'est le labour profond, et puis surtout, c'est de quelle surface on parle. Bêcher 1 mètre carré, ça va pas, ça va rien faire. Moi, j'ai un pote qui bossait là-dedans. Qui bossait avant à l'INRAE. Il m'a dit, mais quand t'as un jardin, si admettons même tu veux bêcher 20 mètres carrés. Mais bêche 20 mètres carrés, hein. Au contraire, ça peut être intéressant, ça peut faire remonter une partie des oligo-éléments qui sont descendus trop bas. Ça peut aller, tu peux lutter contre le phénomène de battance. Le mieux d'ailleurs, c'est de mélanger avec du compost, etc. Tu peux mieux restructurer son sol, ça dépend de comment c'est foutu, etc. Mais bon, le fait de... Il y a des gens, ils sont en mode... moi, ma méthode de jardinage, c'est 100% du foin. Jamais de labour, jamais un coup de pelle, que du paillage, pas d'arrosage, et ça fonctionne du feu de Dieu. En fait, cette méthode, elle est aussi pertinente en termes d'efficacité et en termes de flexibilité que enterrer des cornes avec de la bouse de vache à l'intérieur, parce que oui, la bouse de vache, c'est un fertilisant. Hein. Pour autant, bon, c'est pas la solution magique, non.
La bêche une fois par an, c'est différent de motoculteur tous les 2 mois. Oui, mais vous savez, jamais, jamais, jamais. Bref, c'est sur les questions de plantes, de jardinage ou même de manière générale de tout ce qui est la santé et la nature, on entend vraiment de tout dans tous les sens. C'est la mode du paillage en ce moment, sauf que les gens ne connaissent pas le concept du rapport carbone-azote. Oui, tu peux te retrouver avec une fin d'azote. Ah, pourquoi j'ai tout paillé? Pourquoi mes plants deviennent jaunes? Bah parce que tout l'azote est mobilisé pour décomposer la paille que t'as mis. Bon. Et puis, surtout, tu pailles avec quoi? Parce que tu peux aussi apporter beaucoup de graines dont tu n'as pas envie dans ton jardin. Tout n'est pas bon à utiliser comme paillage. Bref, peu importe. Arrêter la viande soigne le cancer. Ah oui. Moi, la dernière fois, j'ai entendu les vaccins donnent le cancer. C'était plus l'autisme, c'était le cancer. Les vaccins donnent le cancer. Cancer de quoi, on sait pas. Et bon. Ah non, mais moi, pareil, je fais des trucs à l'ancienne aussi. Et moi, d'ailleurs, je travaille assez peu mon sol. Mais alors, qu'est-ce que j'ai comme mauvaise herbe? Dans tous les sens. Puis si jamais je laisse une semaine sans désherber, c'est un enfer. Hein. C'est surtout la mode du bashing à tout va contre les méthodes qui ne seraient pas scientifiques, sauf que là on parle de jardinage. Mais non. Non, non. Enfin, en l'occurrence, il y avait de la méthode scientifique hein, dans le jardinage. Historiquement, enfin, les gens avaient capté que s'ils faisaient ça, les légumes poussaient mieux que s'ils faisaient ça, quoi. Sans trop se poser la question de si c'était une bonne idée à long terme. Enfin, c'est genre un peu bon. Mais le principe, enfin, je veux dire, la culture triennale, donc avec une jachère tous les 3 rotations, c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, hein, vraiment. Jachère, dont tu te sers comme fourrage pour les troupeaux. Bah, c'est pas des choses qui sortent de nulle part, quoi. Le problème, c'est les vendeurs de rêves. Le problème, c'est, de toute façon, de manière générale, dans cette putain de société, c'est quand vous voulez en faire un commerce, de votre passion un commerce, il faut vous distinguer sur ce marché, sur ce qui est souvent d'ailleurs un marché saturé, peu importe où vous allez, il y a tout le temps quelqu'un. Il faut que ce que vous vendez, ce que vous vendiez, soit mieux que ce que vendent les autres. Et souvent, ce que vous vendez, c'est pas de l'efficacité, c'est de l'espoir. Dans les régimes, c'est super criant. Dans les régimes, ah là là, on a eu régime du camp, après régime zéro féculent, régime keto, je sais même plus ce que c'est, le crudivorisme, blablabla, blablabla, et t'as plein de trends de régimes qui sont censés être les régimes les plus efficaces, les moins sollicitants, les moins pénibles à mettre en place, et il y a des modes comme ça, quoi, voilà. Ça me rappelle le biais de naturalité, c'est naturel, donc c'est bon. Donc bon, la nature, c'est bien faire les choses, certains poussent à l'absence totale d'intervention. Oui. Sauf qu'en fait, ce que vous faites, c'est quand vous faites pousser des légumes, c'est pas enfin, c'est la nature, oui, mais c'est pas la nature sauvage, quoi. Déjà, parce que les légumes dans la nature sauvage, ils sont bouffés par les campagnols. Hein? Et vos fruits par les oiseaux. C'est aussi ça la nature. Et qu'au bout d'un moment, si jamais vous voulez bouffer ce que vous plantez, bah, il faut un peu organiser tout ça, quoi. Quand tu regardes les outils de taillanderie aujourd'hui, tu m'étonnes que personne ne veuille se faire chier à faire des trucs à la main. Moi, je cherche désespérément une cisaille qui coupe vraiment à la main et qui plie pas à la moindre branche que je coupe.
Les cisailles aujourd'hui ça coûte super cher. Tu mets 3 coups dedans. J'ai mis 3 coups dans des hautes herbes. J'ai plié la cisaille. Je me suis dit putain mais ça m'a coûté 20 balles au Carrefour. C'est un truc de fou. Le truc que j'ai ciblé, c'est les outils du Leclerc sont des outils plutôt bons et durables. Genre la gamme des beaux jours là. Je sais pas si c'est les outils, je sais pas c'est quoi cette marque, mais ça c'est plutôt des bons outils. Mais il y a beaucoup d'outils de merde aussi, hein. Putain. Si c'est ça, c'est des outils. Je crois que c'est des outils Leclerc. Autant moi j'ai acheté une pelle là-bas, elle est increvable. Elle m'a coûté un peu cher, mais increvable. Mais autant j'ai acheté de la gamme Carrefour de la merde de ouf. Les outils Baco, ouais. Bah, par exemple, j'ai acheté une faucille, j'ai acheté une faucille à main. La lame est très bien, mais j'ai déjà pété le manche. Genre en 1 heure d'utilisation. Et ça m'a coûté cher. Et donc du coup, en fait, le critère de prix n'est même plus un critère de qualité, en fait. En tout cas, de manière générale, on a vraiment un problème de confiance. Vous savez, là en ce moment, tout est très contradictoire. En ce moment, vous avez... en fait, je dirais 80% des conseils qu'on vous délivre sur Internet sont des conseils autoplagiés. Trouver des vieux trucs rouillés dans un vide-grenier. Mais je le fais, ça, vide-grenier ou Emmaüs, mais souvent, il n'y a pas... Mais... qu'est-ce que je disais ? Oui, 80% de ce que vous voyez, c'est de la merde, c'est de l'autoplagiat et souvent très contradictoire. Moi, en ce moment, je suis dans une bulle de jardinage. Bah, vous savez, la moitié de mes vidéos, c'est pourquoi t'as pas beaucoup de tomates, parce qu'il faut tailler tes tomates. Et l'autre moitié des vidéos, c'est ne taille surtout pas tes tomates, l'erreur à ne pas faire. Moi, vous savez, j'ai arrêté de me poser des questions. Moi, mes tomates, je les tuteur même pas. Là, j'ai des troncs, ils sont épais comme ça de tomates. Ça a mis giga longtemps à démarrer. Ils sont comme ça. Je les ai plantés au milieu du maïs. Ils s'accrochent vite fait à ce qu'ils peuvent. Ou ils s'accrochent pas. Et bon. On verra bien. J'ai arrêté de me poser des questions. T'as quoi comme variété de tomates ? Un peu de tout. J'aime beaucoup les Black Zebra. Les Indigo aussi, j'aime beaucoup. Dans ce cas, tu fais des expériences avec 2 modalités, tailler, pas tailler. Oui, mais moi, par exemple, je plante plusieurs types de plantes différents dans plusieurs types de sols différents à plusieurs endroits de mon jardin. Et je vois que les tomates qui poussent à tel endroit, elles poussent bien, les tomates à tel endroit, elles poussent mal, les tomates à tel autre endroit, elles poussent moyen, alors que c'est le même sol, mais c'est pas la même exposition, alors que c'est la même exposition, mais c'est pas le même sol. Et en fait, de toute façon, j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus sur la chaîne secondaire sur l'état du jardin au mois de juillet. Il faut, à bout d'un moment, t'es trop irrigué de conseils partout, que ce soit dans le jardinage ou pour autre chose. T'es trop irrigué de conseils, et des conseils qui sont jamais tout à fait très pertinents, et t'arrives pas à faire le tri. Mais c'est vrai, on en parlait pour les questions créatives, c'est vrai pour, si jamais vous voulez vous lancer sur la vidéo sur YouTube, c'est vrai. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'écriture d'un roman, c'est vrai aussi. J'ai fait un test avec ChatGPT. Je lui ai dit, quels sont selon toi les 10 principaux conseils pour apprendre à écrire ? Ou les 10 erreurs que font les 10 principales erreurs que font les écrivains en erreur, etc. Et ça m'a sorti tout ce qu'on lit sur tous les blogs. Hein. Rien de très sourcé, mais un peu le bruit de fond que tout le monde donne. Qui ne sont pas des conseils qui sont toujours très pertinents, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est comme, vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, il y a un truc que je faisais beaucoup avant, que je fais plus du tout. C'était très important de faire la balance des blancs pour pouvoir commencer à étalonner. Et il fallait avoir la balance des blancs la plus optimale possible pour avoir l'image la plus naturelle possible. Vous avez vu à quoi elles ressemblent les vidéos en termes de couleurs aujourd'hui ?
Ça fait un moment que j'ai arrêté de faire la balance des blancs. Vous avez vu les couleurs, à quoi elles ressemblent sur le stream, les couleurs. Et donc, j'ai rebouffé des heures et des heures et des heures de conseils de vidéos il y a maintenant 10 ans. Me disant, c'est comme ci, il faut faire comme ça, pour étalonner, c'est comme ci, c'est comme ça, faut faire ci, faut faire ça, faites surtout pas cette erreur, faites ceci. Il n'y a même plus de blanc dans l'image. Effectivement, il n'y a même plus de blanc dans l'image du tout. À aucun moment. Il y a des trucs qui sont intéressants. Mais en fait, les parties intéressantes, c'est quand vous allez vraiment tomber sur des gens qui sont spécialistes et pas sur les 3 mêmes putains de conseils que tout le monde donne partout, quoi. C'est voilà. C'est toujours un peu compliqué dans n'importe quel milieu que ce soit d'avoir des conseils pertinents. Et c'est d'autant plus vrai sur Instagram et sur TikTok, hein, putain de merde. En termes de pertinence d'information et en termes d'autoplagiat, le format vertical, ça bat le format horizontal. Enfin, le format vertical a battu le format carré, qui a battu le format horizontal, qui battait peut-être même d'ailleurs l'écrit, quoi. Quand, maintenant, dans l'écrit, enfin, on dit souvent l'écrit est supérieur et l'écrit est plus fiable. Aujourd'hui, l'écrit n'est globalement pas fiable, hein. Les journaux sont de moins en moins fiables, sont quand même de moins en moins fiables. Ça dépend sur quoi, on va dire. Ça dépend sur quel sujet, on va dire, et ça dépend quel journaux, voilà. Mais vous allez à Cultura, dans le rayon science, franchement, ça dépend de votre Cultura, mais à Rennes, je pense qu'un bouquin sur 2, c'est pas de la science, hein. C'est de la merde, hein. Vraiment. Et donc, c'est compliqué, parce qu'on n'a jamais autant eu de possibilités de s'informer, et en même temps, les sources d'information sont de plus en plus précaires, et même le divertissement, il est full plagiat. Alors, beaucoup de gens se disent, oui, mais l'IA, on peut pas avoir confiance aujourd'hui avec l'IA, etc. Mais il n'y a pas du tout besoin de l'IA pour ne pas avoir confiance dans les images. Le plagiat, ça existait avant l'IA, et globalement, c'est la mort de la créativité, hein. C'est copier littéralement le travail de quelqu'un. Et alors, c'est marrant, parce que dès l'instant que je vois une bonne idée de vidéo sur Instagram, je me dis, tiens, c'était pas bête comme idée. Dans la journée ou les 2 jours qui suivent, j'en vois plein copier exactement la même idée. Le même plan, la même vidéo, etc. Comme si c'était eux qui avaient eu l'idée. Ne jamais rien créditer et essayer de faire des vues sur la trend, quoi. Et je me dis, bah, bon. Pour faire de la menuiserie en amateur, c'est hallucinant le nombre de menuisiers plutôt bricoleurs qui te donnent des conseils d'utilisation de machines-outils hyper dangereuses. Ouais. Et j'en parlais avec un pote qui est artisan et il me disait, dans son milieu, porter des EPI, c'est perçu comme un truc de naze. Tout le monde se fout de sa gueule. MDR, le mec qui porte un masque et un casque. Bah, oui. Il y a à la fois un problème de régulation des contenus et de formation à l'utilisation d'Internet et ses réseaux. Oui, sûrement. Je vais sur Pinterest, c'est simple, l'IA a tué Pinterest. Alors, il y a beaucoup d'IA sur Pinterest, ça dépend ce que vous regardez, c'est vrai. Moi, par exemple, hier, je cherchais des idées de décoration de mon bureau. Voilà, j'ai passé la nuit à regarder ça. Et après, du coup, j'ai tapé Ikea, hack, etc., machin, il y avait des bonnes idées. Mais c'était genre sur 10 vidéos, il y en avait 6, c'était la même idée, sur le même meuble. Et en fait, c'est pas, ils ont 6 fois eu l'idée chacun de leur côté. C'est il y a 1 ou 2 qui l'ont eu en premier et les autres ont copié, quoi. Et c'est chiant. Quand tu scrolles pour savoir comment est-ce que tu vas réutiliser tel meuble, que plus de la moitié de ce qu'on te propose, c'est la même chose. Il y a mieux à faire, quoi. Je me demande si c'est des mauvais conseils qui se plagient à l'infini. Il peut avoir des bons conseils dans le tas, mais il peut en avoir des très mauvais. Ou alors, le conseil, vous savez, le conseil, c'est aussi au regard d'un contexte.
Là, par exemple, dans la dernière VOD ou la VOD d'avant, je crois, je donnais des conseils créatifs. C'est des conseils généralistes, généraux. Après, chaque niche, chaque cas, chaque univers, sur l'action créative, hein, ça va être la matrice dans laquelle le conseil va devoir être adapté, et des fois, il n'est pas toujours extrêmement pertinent pour une situation donnée. De pas commencer par son gros projet. Moi, vraiment, je persiste là-dedans. Mais bon, ouais, voilà, comme je disais, il y a certaines personnes, ils commencent par le projet de leur vie et ils s'en sortent. Mais après, c'est souvent, ils ont commencé par autre chose, juste qu'on ne le sait pas ou qu'on ne le voit pas ou que ça n'a pas été publié. Mais bon, bref, peu importe, je vais pas refaire la discussion. Et ouais, bah sur l'éducation canine, l'éducation aussi féline, j'ai beaucoup de vidéos de ça. Bah des fois, bon, bah t'es en mode, bah non. Moi, j'aime pas non plus faire les bords en premier sur un puzzle. C'est trop. On est trop dans l'efficacité et pas assez dans le lâcher prise. Après, si ce que tu cherches c'est l'efficacité, les bords c'est peut-être plus efficace, peut-être plus pratique. Mais moi, par exemple, je suis contre le fait de trier ses pièces en amont avant de faire des Legos. Moi, j'ai des gens qui font ça. Quand ils montent des Legos, ils ouvrent tous les sachets et ils trient toutes les pièces par gamme et ils les rangent bien. Mais non. Elle est où la fantaisie? Elle est où? Comme ça, après, tu peux monter à la chaîne le plus rapidement possible. Mais non! Non! Une partie du plaisir, c'est de perdre les pièces. C'est de ne pas les trouver, de ne pas savoir où elles sont. Et d'avoir ce petit moment de « Ah, elle était là. Je peux tourner la page. » C'est ça qu'on veut. Je trie mes Sparties avant de les manger par contre. Ouais, j'ai longtemps fait ça aussi. Par couleur pour faire un arc-en-ciel. Et compter combien il y en a. Ça, je l'ai beaucoup fait, mais ça c'est plus pour corriger aussi un trouble d'hyperphagie qui pourrait être là, sinon voilà, ça permet de... C'est un peu l'équivalent de la gamelle anti-glouton pour chat. Voilà. Quand tu mutualises les Legos, c'est quand même bien de les ranger. Mais on mutualise pas les Legos. C'est quoi cette histoire? Il y a des gens ici qui montent des Legos à plusieurs? Pour moi, monter des Legos à plusieurs, c'est comme se faire essuyer le cul par quelqu'un d'autre au chiottes. Hein. C'est oui, peut-être qu'il ferait mieux, peut-être que vous vivez un moment sympa, peut-être qu'il y a que vous qui pouvez vivre ça avec la personne à qui vous le faites et que c'est une expérience unique. Pour autant, faut-il la vivre? Je ne sais pas. J'en suis pas convaincu. Nota Bene monte bien ses Lego avec sa femme en live. Mais oui, mais moi jamais. Moi, ma femme, elle touche pas aux Lego. Désolé, hein, si elle veut des Lego, elle achète les siens, voilà. Faut mutualiser les moyens de production, même avec les Lego. Les Lego, c'est pas des moyens de production. Non, 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 les Lego, c'est personnel. Question d'un anxieux par un autre, t'aurais la possibilité de commencer les vidéos sans montrer ta tête, tu le ferais? Non. Non, c'est super important pour les gens d'avoir un visage ou d'avoir quelque chose d'identifiable. Ça peut être ta voix, ça peut être ton cadre. Mais le plus simple, c'est de se filmer. Le plus simple, c'est d'être vu. Après, si tu veux lancer un compte OnlyFans et que t'as vraiment pas envie d'être connu, il y a des moyens. Mais ça demande un peu plus de technicité. En termes de cadrage ou en termes de format, comme le format est pensé, quoi. Voilà. Faut faire des podcasts, sinon, ouais. Ça marche quand même beaucoup moins bien, les podcasts. En nombre de vues. Les Legos, c'est comme les brosses à dents. Non! Non, 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 tu peux te tromper de brosse à dents, des fois, sans faire exprès, sous la douche, ça arrive. Par contre, quelqu'un qui monte ton Lego en disant « Désolé, je me suis trompé, je savais pas que c'était le tien »,
Bah, tu vas manger tes morts, mon gars. C'est quoi cette histoire? Ce que j'aime bien faire avec des amis, c'est une personne qui décrit la notice et une personne qui manipule les pièces. L'un ne voyant pas ce que fait l'autre. Ça, je le ferais si jamais on me proposait un format YouTube, il faudrait que je le fasse. Pas de problème. Parce qu'à la fin, je gagne un Lego. Que je n'ai pas acheté. Par exemple. Mais si je suis tout seul, qu'il n'y a pas de caméra, et que je suis en train de regarder, je sais pas, la dernière série à la con que je regarde dans mon salon, c'est... Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi monter mes Legos sans me parler. T'en fais quoi des Legos finis? Ils sont dans des cartons. Parce que j'ai toujours pas d'endroit où les mettre. S'essuyer le cul avec la mauvaise brosse à dents après avoir chié dans le seau pour ne pas devenir chauve, c'est valide? Je ne m'essuie pas le cul qu'une brosse à dents. J'ai une douchette dans mes toilettes. Je te donne des Legos Star Wars si ça intéresse. Je prends tous les Legos. Tout! Moi, j'achète, vous savez, la meilleure période. Vous voulez un conseil achat que personne ne vous donnera jamais? Attention, j'en suis pas fier. Si jamais vous voulez acheter des Legos et que vous les voulez à pas cher, vous regardez le Bon Coin au mois de janvier. Alors ça marche un peu toute l'année, mais le mois de janvier tout particulièrement. Il y a plein d'enfants qui vendent les Legos que leur mamie ou que leur papa leur a acheté pour Noël et qui veulent les revendre contre 30 € pour s'acheter le dernier jeu à la con à la mode dans la cour de récré. Et voilà, les rachats de cadeaux de Noël. Ils sont déjà montés, mais si tu veux, je te les donne. Non mais vends-les sur le Bon Coin, t'as vu au prix à quel ça part les Legos? Après, tu veux la vérité? Moi, quand j'achète des Legos, c'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai acheté un Lego sur le Bon Coin, je les démonte, je télécharge la notice sur Internet, je les démonte, je mélange les pièces, je télécharge la notice, je le remonte. Sinon, c'est pas vraiment à moi. Ça ne part pas MDR. Ah bah, les gens plus de thunes, non? Non, mais pour acheter, je sais pas, la dernière Beyblade ou je sais pas quelle connerie, ou souvent c'est un jeu Nintendo Switch, hein, voilà. Sinon, tu abîmes les boîtes en rayon, plus tard ils sont soldés. J'avais un pote au collège, il allait à Cultura tous les week-ends. Il allait à Cultura tous les week-ends. Hein. Il était fan de cartes Magic. Il avait un petit cutter qu'il avait trouvé, je sais pas, dans le garage de son daron. Il avait volé un cutter à son daron. Et quand il allait à Cultura avec sa daronne, il allait dans le rayon Magic. Il passait un petit coup de cutter sur les boîtes en plastique. Il récupérait tous les boosters. Il les mettait tous dans une poche à l'intérieur de son manteau. Et tous les week-ends, il ramenait pour 200 ou 300 balles à l'école de cartes Magic. Et une fois, il s'est fait choper. Parce que du coup, il balançait tout entre les rayons. Donc lui, il en était en mode, je détruis, et puis bah du coup, bah je garde. Et il jetait tout dans les rayons. Et c'était à l'époque où il n'y a pas de caméra dans les magasins et tout. Et il s'est fait choper par un vigile. Mais il s'est fait choper pas sur le fait accompli. Il s'est fait choper parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'est à chaque fois qu'il venait qu'il y avait des vols. Et au bout d'un moment, bon, voilà. Et ils ont trouvé des cartes Magic mélangées dans sa poche. Et du coup, il a dit, mais non, elles sont pas vendues mélangées, ça c'est les miennes, c'est pas celles du magasin. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Sa daronne a dû repayer les boosters qu'il a volés. Genre, les quelques boosters du jour, mais genre, je sais pas pour combien de centaines d'euros il a volé au total de cartes. Genre, pour les 20 balles que sa daronne, elle a dû lâcher à la fin. Ou elle l'a engueulé, elle lui a dit, plus jamais je t'emmène au Cultura, tu pètes les couilles.
Il avait volé pour des centaines d'euros de cartes. Il s'en battait les couilles. Maintenant tu rentres avec un cutter dans un magasin, avec les caméras qu'il y a et tout. C'est finito. On a un pays qui s'est un peu... qui est un peu plus anxiogène là-dessus, sur la sécurité aujourd'hui. Hein. On n'en est plus de l'époque où moi, quand j'étais jeune au collège, un autre gars de mon collège, il avait ramené des armes de guerre à l'école. Je l'ai raconté plusieurs fois ici, mais il avait ramené des armes de la Seconde Guerre mondiale à l'école. Et il s'était fait confisquer par la vie scolaire et on lui avait rendu, avant qu'il prenne le bus à 16h30. Voilà. Juste la vie scolaire lui avait confisqué ses armes de guerre. Après, il faut faire attention. Moi, je sais que quand j'étais jeune, on achetait beaucoup de pétards. Maintenant, d'ailleurs, c'est super dur à trouver des pétards aujourd'hui dans le commerce. C'est super dur. Avec cette nouvelle idée que ça pourrait être des armes par destination. Bon, nous, on a bien attaqué la voiture d'une institutrice à l'époque où j'étais encore en primaire. À coups de mortier. Voilà, maintenant, c'est l'argument. Bon, c'était juste, bon, on faisait Harry Potter, quoi. Et il y avait une voiture. Ouais, c'était la petite voiture de l'instit. Bon, on n'a rien eu, la voiture. Hein. Ça faisait de la lumière, quoi. Il y a quand même un gars, pas de mon village, mais un cousin de l'un des cousins du gars de mon village qui s'est arraché la main, quand même. Avec un pétard. Et nous, c'est les adultes qui nous montraient comment on faisait. Hein. On mettait des fusées dans la merde des chiens et tout. Enfin, c'était... Voilà. J'ai foutu le feu à une prairie un jour avec des potes à côté d'une base d'essence, ça m'a pris la prudence. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais une fois, nous, j'étais chez des amis et mes parents, et il y en avait un, il avait volé un briquet à sa daronne, un briquet directement, et il a dit, ah, regarde, tu te rends pas compte à quel point un arbre ça prend vite feu. Et je ne m'étais jamais rendu compte à quel point un arbre ça prend vite feu, ça va très vite. Hein. C'était en plein été, c'est super chaud, l'arbre était un peu sec, il a mis un coup de briquet sur le début d'une branche, ça prend très vite feu un arbre, je vous le dis. On a réussi à l'éteindre avant que l'arbre entier brûle, en pétant la branche. Ça prend très vite feu un arbre. Ouais, vraiment, faites pas ça. Ça brûle très très vite. Cette vidéo n'est pas dans la playlist anecdote de campagne. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais ouais, ça prend très très vite feu. Je sais plus si on avait. Je crois qu'on avait pété la branche, on avait pissé dessus après, ou alors on avait pissé dessus et pété la branche après. Je sais plus comment on s'était démerdé. Il y a du pipi impliqué, c'est sûr, et je crois qu'on a pété la branche à un moment ou un autre. Mais alors, je me souviens plus si c'est pour l'éteindre ou si c'est pour cacher les preuves qu'on y avait foutu le feu. Je me souviens plus trop. Peut-être que cette partie-là n'est pas dans l'anecdote d'ailleurs. C'était pas un tuyau, non, c'était un feuillu, ça devait être un boulot, une connerie du genre. Après, c'était en plein milieu d'un village. Il n'y avait pas de forêt à côté. On aurait juste cramé sa maison, bon, tranquille. Donc, ouais. On n'a pas beaucoup d'urine, on n'en a pas assez pour éteindre un arbre. Hein. Voilà. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo anecdote, t'as prévu dans... Oui, j'ai une petite liste, il faudrait que je le fasse. J'en ai refait une il n'y a pas très longtemps. L'histoire du canapé, l'histoire du... On a retrouvé le canapé, l'histoire du village et tout. J'avais appelé mon daron et tout. Moi, après, je buvais pas d'alcool. Après, j'étais jeune, hein, j'étais en primaire. Je devais avoir 8 ans, 7 ans. 7 ans, 8 ans. J'étais jeune, hein. Mais je me souviens aussi, après, bon voilà, je me suis des fois retrouvé dans des délires. Je sais qu'une fois, par exemple, des gars avec qui j'étais avaient réussi à récupérer beaucoup de bière pour une soirée. Ils l'avaient pas volé dans un magasin, ils l'avaient volé sur un chantier. Sur un chantier de construction de maison, il y avait un frigo. Et dans le frigo, il y avait full bière.
Après, moi j'ai eu une enfance relativement paisible. Hein. Enfin, paisible. J'étais partagé entre ma peur des gens et ma volonté d'être accepté par ces mêmes gens. C'était voilà, c'était compliqué. J'ai souvenir d'une anecdote de feu de poubelle. Ah oui, 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 tout à fait. Ça faisait de la lutte, ça faisait des fumées, des flammes de beaucoup de couleurs. Oui, bien sûr. Ça, c'était pour nettoyer. Alors, je sais plus comment je l'ai appelé dans la anecdote, mais oui, c'était le terrain vague à côté du lycée, oui. Quand il fallait nettoyer les déchets. On a fait un tas, foutu le feu, on a mis une poubelle à l'envers dessus, une poubelle en métal. Poubelle qui était de couleur bleue. Mais je me demande comment ils ont réussi à voler cette... Enfin, cette poubelle, ils l'ont volée, alors qu'elle était en plein milieu du lycée, qu'elle était en métal, qu'elle était super lourde, ils ont réussi à la voler, genre sans se faire voir, je comprends même pas. J'ai gardé ton système de notation des gens moyen moins ou moyen plus. Ah bah... Alors non, il faut savoir qu'une poubelle en métal, en fait, ce qui prend feu, c'est la peinture. Et l'idée, c'était surtout d'empêcher que ça fasse des flammes. Mais le plastique, le polystyrène et la peinture de la poubelle, en fait, ça représente pas beaucoup de matière combustible, en réalité. Mais ça fait beaucoup de fumée. Ça fait de la fumée de ouf. J'aime bien la direction qu'a pris ce stream. Non, bah voilà, c'est la vie, hein. Aujourd'hui, les enfants avec leur TikTok, ils connaissent plus ça, hein. Ah oui, on a respiré des trucs, vous voulez même pas savoir. Hein. Mais vous savez que moi, j'ai un peu une crainte. J'ai la crainte d'avoir un peu pollué mon sol. Je m'explique. Il y a, à côté de là où j'ai planté mes maïs et mes tomates, des portes, les anciennes portes de la maison, qui sont maintenant bien dégarnies, la peinture bien sautée, avec le gel et tout. Et je me demande si c'est pas de la peinture au plomb là-bas, ce qu'il y avait sur les portes. Donc je me demande si j'ai pas contaminé 4 ou 5 mètres carrés de terrain, notamment... Alors, bah peut-être peinture au plomb, j'en sais rien. Notamment peut-être là où j'ai planté des fruits et des légumes. Après les fruits et les légumes, je les ai plantés dans le fumier, mais voilà. Ça se teste. Ah ouais? Faudrait que je fasse le test. T'as passé les portes Karcher? Non, non, c'est juste le gel et la pluie. Tu déterres les portes, mais elles sont pas enterrées, les portes. Elles sont à la surface. Je sais même pas comment on fait. Là, il y a un test à acheter, ça coûte 50 €. Ouais, mais moi, j'ai besoin de tester des gros volumes. J'ai cramé du bois il y a pas longtemps, j'ai mis quelques lames de terrasse traitées classe 4. Je me dis que j'ai fait une connerie. Bah, ça dépend si c'est traité en autoclave. Normalement, ça va, non? Mais en tout cas, ouais, faudrait que je fasse le test, hein, tester mon sol. Tu passes juste la peinture.
sur la peinture à plusieurs endroits. Ouais, mais du coup, est-ce que le plomb il est retombé dans le sol? La question c'est quelle quantité de plomb il y a. Parce que bon, 3 portes, il y a 3 portes. Et en termes de peinture, c'est pas non plus. C'est pas non plus énorme. Donne les fruits à des petits animaux. Ouais, déjà, faut savoir, c'est la peinture au plomb. Mais de manière générale, j'aimerais bien tester mon. J'aimerais bien tester mon sol, de manière générale. Ouais, là, je regarde, il y a un truc pour tester 30 polluants, genre arsenic, cadmium, cuivre, plomb, mercure, etc., etc. Du cuivre, il doit en avoir. J'ai des fils électriques dans le sol, littéralement. J'ai parlé de ta vidéo sur les déchets à mon père ce matin. Il y a peut-être une ancienne décharge à côté d'un de nos terrains. Mais régulièrement, hein, il y a des. Enfin, il y a encore 2 jours, je suis tombé sur un truc de West France de quelqu'un qui est tombé sur une décharge en creusant. Bah tiens donc. Le long de la Rance. Ah bah terrible. Mais ouais, il faudrait que je fasse, c'est ça, les analyses, analyses de sol. Moi, parce que j'ai un détecteur de pH, mais j'ai pas, voilà. Sandro, mettre de l'amiante? Bah, vous savez, hein, moi, ce que tout le monde m'a dit, tu coules une dalle, hein. Bon, chers amis, je vais pas épiloguer parce qu'on se revoit demain. Demain, soyez là. Ou pas, hein, d'ailleurs, faites ce que vous voulez, hein. De toute façon, je suis personne pour vous donner des ordres, hein. C'est quoi l'annonce? Bah, vous verrez bien demain. Bon,